Basset, je suis le président du groupe régional Nord-Pas-de-Calais-Picardie de la SFEN, Société Française d'Énergie Nucléaire. Ma vocation, en fait, c'est de m'intéresser à tout ce qui touche aux problèmes d'environnement, aux problèmes d'énergie, sous toutes ses formes, renouvelables ou pas, et tout ça mis en perspective, donc avec cette préoccupation très forte qui est celle de l'environnement et de la pérennité de l'alimentation en énergie de nos sociétés occidentales et des pays en voie d'émergence. Et donc nous sommes 3500 personnes en France, tous des personnes physiques qui sont intéressées par ces sujets d'énergie et d'environnement, et beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'universitaires, beaucoup de chercheurs. Et au niveau national, ce sont des colloques très pointus sur le plan scientifique. Au niveau régional, c'est surtout de l'information, la plus large possible, et de l'information pour le grand public. Et tout naturellement, puisque l'UTL est très intéressée par les sujets d'actualité en tout genre d'ailleurs, aussi bien dans le domaine culturel que scientifique, j'ai proposé à l'UTL, qui a bien voulu l'accepter, une conférence du professeur Jacques Foss, parce que Jacques Foss, une de nos caractéristiques, c'est forcément de connaître où sont les experts et qui est à la connaissance. Et Jacques Foss a été pendant 25 ans au Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Il a été le professeur titulaire de la chaire sur les rayonnements, sur les isotopes et sur et applications des rayonnements. Il a formé des centaines et des centaines d'ingénieurs dans le cadre de son enseignement, et il est aujourd'hui un expert national et international dans ces domaines de l'énergie. Et c'est pour ça qu'il a bien, nous l'avons naturellement sollicité pour vous, et qu'il a bien voulu accepter d'être parmi nous ce soir, et je me permets de le remercier chaleureusement en votre nom. Une petite chose simplement, je vous ai dit qu'il était expert, mais il a également été expert notamment pour l'élaboration du plan national santé et environnement. Donc je vais lui donner tout de suite la parole, et puis je me permets de vous proposer, si vous le voulez bien, de resserrer un peu vers vous, parce que M. Foss me dit qu'il n'a pas une voix qui porte énormément, et que surtout qu'on n'est pas en concours. Si on était dans un concours, je crois qu'il faudrait séparer les acteurs pour pas qu'ils copient les uns sur les autres. Mais là, je pense que ça sera plus confortable, et pour vous et pour lui, qu'on se resserre un peu. On ma voix porte, mais je pense qu'il vaut mieux quand même, effectivement, comme il n'y a pas de micro, il vaut mieux un petit peu se rassembler. Alors tout d'abord, je voulais vous dire le plaisir que j'ai toujours de venir à Lille, parce que j'ai commencé mes premières années, en réalité, jusqu'à l'âge de 7 ans, dans cette ville. Donc je suis allé à l'école maternelle, puis mes premières années d'école communale, j'habitais rue de Lyon. Je sais pas s'il y avait quelque chose à certains, ou à l'époque, là où maintenant on aperçoit qu'il y a le périphérique et tout, il n'y avait que des terrains de vagues, évidemment, et avec une vague gare dans le fond, c'est les souvenirs que j'ai de ma jeunesse. Et je me suis beaucoup plu dans cette ville, et quand je reviens, la chaleur des gens du Nord est bien connue, et c'est le souvenir que j'avais gardé, et à chaque fois que je reviens, évidemment, je suis toujours très très bien reçu. Donc ça sera toujours pour moi un plaisir d'accepter les invitations de l'UTL ou de Francis Basset ou encore de Francis Loige ici à l'ENSAM. Je suis passé tout à l'heure d'ailleurs, puisque l'ENSAM accueille donc le conservatoire, du moins l'antenne du Nord, ici dans ces locaux. J'ai été directeur de l'école d'ingénieurs du CNAM, entre autres, après les activités administratives. Et effectivement, après 42 ans d'activité professionnelle, j'ai décidé, on dit, de faire valoir mes droits à une pension, on dit quand on est fonctionnaire. Et je ne fais plus que des choses qui m'amusent. À part ces conférences, je continue à faire mes cours. Je viens de terminer ma 4e année de cours de professeur d'horaire que je suis maintenant. Donc je continue à faire mes cours. Ça m'a toujours amusé. En revanche, je ne fais plus d'administration. Et ça a commencé à me peser. Donc j'ai dirigé aussi le laboratoire effectivement des sciences nucléaires du CNAM. Et puis en dehors de ça, eh bien,
je participe en fait aux travaux de ce qu'on appelle les commissions locales d'information auprès des centres nucléaires. Vous savez, ce sont des commissions qui sont chargées à la fois de faire de l'information vis-à-vis des populations et aussi de faire leurs propres expertises, relevées en fait dans l'environnement, etc. On a des budgets pour ça, donc ça aussi ça m'occupe en fait pas mal. Donc ce soir j'ai divers thèmes de conférences. Monsieur Laurent Donge est ici, il filme en fait les conférences des professeurs du conservatoire, pas seulement moi. Et après, met ça sur le site de l'UNICNAM, qui est l'Union des ingénieurs du CNAM, où vous pouvez retrouver ses conférences, ou je vais faire de la pub pour lui, où vous pouvez en acheter à la rigueur, si vous voulez acheter les DVD de ses professeurs. Donc la semaine prochaine, il est avec moi à Cherbourg, où j'introduis un colloque qui s'appelle Nucléaire et Santé, sur des thèmes donc un petit peu différents de celui de ce soir. Donc voilà, il me suit comme ça pendant toutes les conférences, mais à chaque fois que le thème, en fait, est différent. Alors le thème de ce soir, vous voyez, c'est la radioactivité et ses applications. L'affiche est un peu floue, mais c'était fait exprès que vous avez derrière. C'est en fait l'affiche qui avait été faite lorsqu'on a fait une exposition, qui était une exposition itinérante pour les enfants des écoles, au moment du centenaire de la découverte de la radioactivité. Vous savez que c'est une découverte qui est française, on n'a pas inventé la radioactivité, elle existe depuis le Big Bang, et un beau jour, 3 Français, vous savez, Henri Becquerel et puis Pierre et Marie Curie, ont découvert donc ce phénomène naturel qui traduit l'instabilité d'une certaine matière. Et l'Académie des sciences m'avait demandé en fait de fabriquer, on peut dire ça comme ça, cette exposition. Et donc c'est ce que j'ai fait. Évidemment, il y avait une part importante aussi sur toutes les applications. Alors, bien sûr, je ne vous parlerai pas de ce qu'on va appeler les applications électrogènes, c'est-à-dire des centrales nucléaires hautes. C'est d'autres conférences. D'ailleurs, je l'avais déjà fait dans le cadre de l'URIS pour Francis Loage. J'avais fait une série de 3 conférences là-dessus. Donc ce soir, je vais donc vous parler de ces applications. Alors toutefois, évidemment, il faut dresser un peu le décor. Mettre un peu de lumière. Maintenant, on va plutôt Vous voyez, donc je vais vous parler, alors ceci très brièvement de cette découverte de la radioactivité, parce que je pense que ça vous intéresse. Je vais essayer de ne pas trop me balader pour qu'il n'ait pas à me suivre avec la caméra sans arrêt. Ensuite, bien sûr, je rappellerai ce que c'est que la radioactivité, parce qu'en fait, on va utiliser les propriétés physiques de cette radioactivité dans un certain nombre d'applications, et on passera ensuite aux applications de la radioactivité. Alors la découverte, donc, tout d'abord. Alors vous avez Henri Becquerel ici, donc, sur votre gauche, et puis vous avez Pierre et Marie Curie avec Irène. Ils auront, ça fait 4 prix Nobel là, que vous avez vu. Le dernier personnage que vous voyez là, c'est le père en fait de Pierre Curie, qui était le docteur Curie. Et l'histoire de la radioactivité commence, je vais faire ça brièvement. C'est une autre conférence, si ça vous intéresse, j'ai 1h15 sur toutes ces découvertes. Mais là, j'ai dit, je fais brièvement pour montrer un petit peu la démarche. Commence avec la découverte des rayons X de Röntgen. On est en décembre 1895. Et donc, toute cette découverte tient dans ces comptes rendus de l'Académie des sciences que vous avez là entre les années donc, 96 et 1901. C'est ce que je vais vous montrer. Et donc, Becquerel, qui travaille à ce moment-là, Henri Becquerel, qui travaille sur des phénomènes de phosphorescence et de luminescence, c'est-à-dire émissions de rayonnement qui prennent la matière, en particulier de minerais d'uranium, se demande si ces phénomènes-là ne sont pas dus de ces minerais d'uranium, ne seraient pas ces fameux rayons X que Röntgen vient de découvrir. Donc il applique la recette de Röntgen, c'est-à-dire que Röntgen dit qu'il faut que la matière soit excitée par de la lumière. Donc il prépare le 1er mars 1896 5 expériences, c'est-à-dire qu'il prend des grandes plaques photo pour voir si les rayonnements impressionnaient cette plaque, et puis il emballe ces minerais d'uranium et il pose ces minerais au soleil avant de les mettre sur ces plaques. Et puis c'est un dimanche, dimanche 1er mars, tout simplement parce que le lendemain, l'Académie, c'est encore vrai aujourd'hui, l'Académie des sciences se réunit toujours le lundi, et il veut faire une communication, il est lui-même académicien. Et manque de chance, il n'y a pas de soleil, donc il se dit, c'est fichu, tant pis, je reprendrai ça plus tard. Ça ne l'empêche pas, ce jour-là,
de faire quand même une communication dans laquelle il dit quelque chose de faux, puisque vous voyez dans le deuxième paragraphe, c'est on peut vérifier très aisément que les radiations émises par cette substance, quand elle est exposée au soleil ou à la lumière diffuse du jour, traverse non seulement des feuilles de papier noir, mais encore divers métaux, etc. Il n'y a pas besoin de l'exposer, comme on va le voir dans la suite, mais il croit encore qu'effectivement, on est dans ce phénomène. Le temps passe un petit peu, pas beaucoup, 3 semaines, et Becquerel reprend ses expériences pour refaire une communication un petit peu plus fouillée. Et puis il se dit, bon ben je vais reprendre mes plaques, les plaques c'est très cher, donc comme c'est quand même un bon scientifique, il se dit, bon, allez, j'en ai 5 là, je vais quand même en condamner une, je vais vérifier qu'elle n'a pas été impressionnée, si celle-là n'est pas impressionnée, je considérerai que les 4 autres ne le sont pas, et donc je m'en servirai. Et c'est là qu'il s'aperçoit qu'il s'embêtait pour rien avec le plaque, et là il a exactement le même signal, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine de l'exposer au soleil, donc ce ne sont pas les rayons X, donc c'est un nouveau rayonnement, et il fait sa communication le lundi 23 mars, vous voyez, exactement 3 semaines après, c'est la première communication, vous voyez, de cette séance-là, sur les radiations invisibles émises par les sels d'uranium, note de M. Henri Becquerel. Alors, il appelle ça rayon uranique. Pour lui, ça vient de l'uranium, et évidemment, vous pouvez penser que ça révolutionne la science. Pas du tout, tout le monde s'en fiche parce que l'uranium, personne ne connaît, c'est un élément très très loin là-bas dans la classification, c'est le dernier des éléments. Il n'y a que les céramistes et les potiers en fait, qui connaissent l'uranium parce que les sels d'uranium ont des très très jolies couleurs, des jolis oranges, des jolis verts, etc. Donc ils l'utilisent depuis longtemps, hein. Mais c'est tout. Hein. Donc le soufflet retombe. Mais Henri Becquerel avait un camarade d'école qui s'appelait Pierre Curie. Et Pierre Curie donc venait d'épouser, il était professeur, et donc il épousait une de ses élèves, parmi les plus brillantes, si ce n'est la plus brillante, qui était Marie Sklodowska. Vous voyez comme quoi, nous autres, les professeurs, on fait parfois un métier dangereux. Et donc, Marie Sklodowska, Curie, veut absolument faire de la recherche. Elle vient de passer l'agrégation, donc normalement elle doit prendre un poste dans l'enseignement, mais elle ne veut pas, elle veut faire de la recherche. Et donc, Pierre Curie lui dit, eh bien, tu devrais reprendre ce phénomène qu'a découvert Becquerel sur l'uranium, ça peut être intéressant. Alors, la grande différence, et c'est ça le thème de mon autre conférence, en fait, parce que je l'avais créé parce que c'est toujours l'année mondiale de la chimie, c'est un réflexe de chimiste, en fait, qui fait découvrir ce phénomène. C'est-à-dire que Pierre Curie et Henri Becquerel sont des physiciens, donc ils étudient un phénomène, un peu sur le minerai, tranquille. Marie Curie est une chimiste. Et que fait un ou une chimiste pour étudier un phénomène? Il se dit, eh ben, je vais purifier, je vais extraire mon uranium du minerai, comme ça, ce phénomène que Becquerel a vu un petit peu, je vais le voir beaucoup plus. Et vous allez le voir, elle le voit beaucoup moins. Et donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. C'est cette première publication que vous avez ici, qui est en avril 1898. Rayon émis par les composés d'uranium et du thorium, note de Mme Sklodowska-Curie, présentée par M. Liebman. Quand vous n'êtes pas académicien, il faut un académicien pour présenter votre travail. D'ailleurs, Marie Curie ne saura jamais, c'est la grande honte, même encore aujourd'hui, quand vous en parlez à l'Académie des sciences, ils n'ont jamais accepté Marie Curie, bien qu'elle ait eu 2 prix Nobel, hein, elle n'a jamais été membre de l'Académie des sciences. Donc, elle publie un tableau que je vous résume ici. Vous voyez, donc là, l'uranium métal, on va regarder sur l'uranium, les chiffres, peu importe ce que c'est, et 24, vous voyez, et quand vous voyez Pechblinde, qui c'est du minerai Joachimstadt et Jon Jorgenstadt, ça c'est du minerai, donc d'uranium, vous voyez que le signal est beaucoup plus important, 83,67, et quand elle isole l'uranium, elle a 24. Alors, les 2 dernières lignes, c'est ce qui lui fait découvrir ce phénomène. Elle dit, bon ben voilà, j'ai la calcolite, vous voyez, c'est quelque chose qui est assez facile à synthétiser, parce qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a du cuivre, il y a de l'oxyde d'uranium, il y a du phosphate, et donc elle prend de l'uranium, et elle synthétise donc une calcolite. Elle trouve 24, bien sûr, puisqu'elle a pris de l'uranium, le signal est de 24, pour 24. Et puis dans une très vieille calcolite qui a des centaines de millions d'années, elle trouve 52. Et c'est là qu'elle se dit, est-ce qu'il n'y a pas, dans la bande en fait du minerai, des éléments plus émetteurs de rayonnement que l'uranium lui-même? C'est ça qui lui fait découvrir le phénomène. Elle se dit, je ne vais pas trimballer émetteur de rayonnement tout le temps, il faut que je trouve un adjectif. Et elle dit, ben, je vais appeler ça radioactif.
Et voilà la découverte donc, de la radioactivité. Alors, vous savez que très peu de temps après, elle isole dans ces matériaux. Et donc là, je passe rapidement là-dessus. Le polonium, on appelle donc polonium, c'est l'élément 84. On l'appelle polonium justement parce qu'elle vient de Pologne. Et après l'élément 88 qui est le radium. Très vite, on rentre un petit peu dans les applications. Vous voyez, très vite, on s'aperçoit des effets biologiques de ces rayonnements. C'est en 1901 qu'est faite la première publication que vous avez ici, qui est faite par Henri Becquerel et puis Pierre Curie. C'est écrit comme ça, hein, Henri en toutes lettres, et puis V, on ne sait pas pourquoi, on ne lui a pas droit à Pierre. Bon. Et alors en fait, ce qui est décrit dans ces pages, c'est assez curieux, c'est qu'un beau jour, Henri Becquerel dit à Pierre Curie, que c'était des copains d'école, hein, il dit c'est bizarre, j'ai une tache là, rouge sur le ventre. Alors Pierre Curie dit, mais tes minerais d'uranium, tu les mets dans la poche de ton gousset là, il dit oui, il dit, tu crois que c'est ça? Mais il dit, écoute, tu vas me les donner, moi je vais les mettre dans les deux poches, et puis on va voir. Et 15 jours après, il soulève, il dit, regarde, j'ai deux taches, hein, et ils font la première publication, disant, il y a bien une action, effectivement, donc des rayons d'uranium, et la fin d'ailleurs, ici, parce que quand on manipule évidemment avec ses doigts, et c'est le bout des doigts qui entraîne le plus. Vous voyez, donc les mains ont une tendance générale à l'escamation, les extrémités des doigts qui contenues des tubes ou capsules renfermant des produits très actifs deviennent dures et parfois douloureuses. Pour l'un d'entre nous, l'inflammation de l'extrémité des doigts dure une quinzaine de jours et s'est terminée par la chute de la peau, mais la sensibilité douloureuse n'a pas encore complètement disparu au bout de 2 mois. Donc vous voyez, très vite, on voit effectivement qu'il y a une action et on se met bien sûr à se protéger à partir de là. Avec plus ou moins de bonheur, évidemment, parce qu'on ne connaissait pas tous les phénomènes. Donc historiquement, vous le voyez, Becquerel pense que c'est un phénomène qui concerne l'uranium. J'ai terminé pratiquement cette première partie. Pierre et Marie Curie, en fait, montrent que ça concerne beaucoup plus d'éléments que ça. On pense qu'à ce moment-là, c'est simplement parce que ces éléments instables radioactifs reviennent jusqu'à un élément stable qui est le plomb, qui était le dernier des éléments stables, pas tout à fait c'est le bismuth le dernier, mais plomb et bismuth. Et donc vous avez ici le discours Nobel de Pierre Curie. Donc ils ont le prix Nobel, tous les trois, en 1903. La même année d'ailleurs où Marie Curie fasse sa thèse, elle a le prix Nobel la même année, ce qui est quand même assez rare, le prix Nobel de physique. Alors en fait, il n'est pas partagé en 3, il est partagé en 2. Henri Becquerel a la moitié du prix, et puis Pierre et Marie Curie ont l'autre moitié. Mais enfin, ils sont 3 ans. Ce qui est assez curieux, vous le voyez, c'est que le discours Nobel de Pierre Curie, le discours Nobel, c'est le discours que vous devez faire quand vous allez chercher votre prix Nobel. C'est 1905, alors qu'il l'a eu en 1903. Alors tout simplement, c'était les débuts du prix Nobel, hein, le début c'était 1901, ça n'avait pas encore l'impact de renommée médiatique et tout, vous savez, et puis, bah, vous voyez, Pierre Curie, dans le fond, Pierre et Marie Curie, disent avec elle, oh, bah, tiens, écoute, on n'a pas le temps, on a du travail, on ne va pas aller chercher ça. Puisque tu y vas, tu vas nous ramener notre prix, et puis bah, voilà, tu vas parler pour nous et tout. Et une fois, quand même, à la cour de Suède, on écoutait, non, il faut qu'il vienne chercher, quoi, ça ne se fait pas comme ça. Non, il faudrait qu'il vienne le chercher. Donc 2 ans après, voilà bien, et vous voyez, cette phrase est intéressante, parce que c'est encore valable encore aujourd'hui. On peut se demander si l'humanité a avantage à connaître les secrets de la nature. C'est les murs pour en profiter, aussi cette connaissance ne lui sera pas nuisible. L'exemple des découvertes de Nobel, c'est la dynamite, est caractéristique. Les explosifs puissants ont permis aux hommes de faire des travaux admirables, mais ils sont aussi un moyen terrible de destruction entre les mains des groupes criminels qui entraînent les peuples vers la guerre. Et il termine, je suis de ceux qui pensent avec Nobel que l'humanité tirera plus de bien que de mal des découvertes nouvelles. Je pense que c'est encore vrai aujourd'hui quand on fait des découvertes. 1905, c'est une histoire qui se termine, vous savez, tragiquement pour Pierre Curie, puisque l'année suivante, il se fait écraser par ce qu'on appelait déjà à l'époque un camion, hein, qui est en fait une voiture à cheval. Et Marie Curie est nommée en fait sur son poste, elle récupère donc la chaire qu'occupait Pierre Curie et fait une leçon inaugurale qui est tout à fait particulière puisqu'elle reprend le cours exactement là où l'avait abandonné Pierre Curie. Alors vous faites un cours, vous dites, bon, bah, vous dites aux élèves, écoutez, voilà, c'est fini pour aujourd'hui, la semaine prochaine, on traitera ça et ça. Et il n'y a jamais eu de semaine prochaine, puisqu'il se fait écraser entre-temps. Et Marie Curie reprend le cours exactement à cet endroit-là. Alors ça aussi, j'ai mis ça parce que quand même, moi aussi qui ai fait un livre de radioactivité, quand on lit ça, on dit quand même on est peu de choses, vous voyez. Vous voyez, Madame Pierre Curie, professeur à la Sorbonne, prix Nobel de physique, prix Nobel de chimie. Bon, un peu, il y a quel d'ailleurs, quel au monde qui est capable d'écrire ça, puisque vous voyez, il y a 4 personnes
qui ont eu 2 prix Nobel, mais je dirais, il y en a 2 qui ont eu 2 fois le prix Nobel de physique et 2 fois le prix Nobel de chimie. Elle a eu physique et chimie, et Linus Pauling, qui a eu le prix Nobel de chimie, a eu le prix Nobel de la paix. C'est pas un prix Nobel, on va dire, de science dure, quoi. Hein, mais la seule qui a vraiment eu 2 prix Nobel de science dure différents, c'est Marie Curie, et c'est encore vrai aujourd'hui. Alors, c'est les enfants, en fait, et j'en ai terminé avec cette partie, qui vont finir de découvrir ce phénomène qui touche tous les éléments, ce qu'on ne pensait pas jusque-là. Vous voyez, il montre qu'il est possible de provoquer, en fait, artificiellement une radioactivité dans un élément stable. Et donc, le phénomène de radioactivité est bien plus général qu'il apparaissait jusque-là. Et eux aussi, eh bien, ils vont avoir le prix Nobel donc, de chimie en 1935. Marie Curie sera morte juste avant qu'il ait le prix Nobel, mais en revanche, elle aura assisté à cette découverte, c'est-à-dire elle aura assisté en fait à la fin de l'histoire, qui est donc ici. Ça touche tous les éléments. Donc, qu'est-ce que la radioactivité? C'est ma deuxième partie. Alors, je vais faire rapide, hein, je ne connais pas le niveau de connaissance des uns et des autres. On sait que l'atome, en fait, est formé d'un noyau avec des électrons qui tournent autour. Et les électrons, en fait, c'est la chimie. C'est important pour les indications dont je vais vous parler tout à l'heure, de bien comprendre ce phénomène. Donc, les électrons confèrent à l'atome ses propriétés chimiques. Donc, son comportement, en fait, dans l'environnement. Alors que le noyau, vous voyez en haut ici, c'est les propriétés nucléaires. Donc, composition du noyau, propriétés nucléaires. Et si on regarde la stabilité de son noyau, c'est que dans un noyau, je ne vais pas insister là-dessus, il y a deux particules différentes, des protons et des neutrons. Et la stabilité en fait d'un noyau dépend du nombre relatif de chacun d'entre eux. Vous voyez le néon 20 par exemple, il est stable, il est tranquille. C'est un noyau tout à fait stable qui a 10 protons et 10 neutrons. La stabilité n'est pas toujours pour une balance identique, mais en tout cas il y a toujours un nombre qui fait qu'on a des noyaux stables. Si j'ai un déséquilibre, celui-ci par exemple, vous voyez là ça va pas du tout, on est 6 d'un côté et 4 de l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Le noyau lui-même modifie sa structure, c'est-à-dire que par exemple il transforme un proton en neutron pour revenir vers quelque chose de stable. Évidemment ça ne se fait pas tout seul, en faisant cela il émet un ou plusieurs rayonnements que l'on sait détecter et que l'on peut utiliser dans les applications dont je vais vous parler. Émettre un rayonnement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est être radioactif. Donc, dans un noyau, en fait, j'ai autant d'électrons que de protons, les uns sont négatifs, les autres sont positifs, mais vous voyez, le nombre de neutrons peut changer, c'est ce qu'on appelle des isotopes. C'est-à-dire le nombre de masses, en fait, d'un élément peut changer. Du moment qu'on ne change pas le nombre d'électrons, eh bien, en fait, je peux avoir plusieurs noyaux différents. Du moment que je ne touche pas au nombre de protons, le nombre de neutrons peut être différent. Le nombre d'électrons sera le même. Et donc j'ai à ce moment-là ce qu'on appelle des isotopes, c'est-à-dire que le comportement chimique ne va pas changer, mais j'aurai des isotopes stables et j'en aurai d'autres qui seront radioactifs. Et le fait qu'ils soient radioactifs m'apporte une richesse, c'est-à-dire que ce qu'ils ont de plus du stable par rapport au stable, c'est qu'ils émettent un rayonnement. Et je vais pouvoir utiliser ce rayonnement parce que le comportement chimique va être le même. Donc c'est ça que je vais utiliser, bien sûr. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Chaque élément a des isotopes stables et radioactifs. Certains n'ont que des isotopes radioactifs, mais tous ceux qui ont des isotopes stables ont aussi des isotopes radioactifs. Alors voilà la classification aujourd'hui. On a tous appris ça dans notre jeunesse. Donc ça, c'est la classification la plus récente. Vous voyez qu'on en est à 118 éléments aujourd'hui. Le dernier qu'on rencontre dans la nature, c'est le 92, c'est l'uranium. Ceux qui sont bleus là-dessus sont des éléments qui sont uniquement radioactifs, mais qu'on rencontre dans la nature. Et ceux qui sont verts sont des éléments qui sont uniquement radioactifs, mais qu'on a synthétisés, que l'homme a synthétisés. Si ce n'est que, si vous prenez les deux masses les plus légères, c'est-à-dire le technétium TC à la case 43 ou le prométhéum PM à la case 61, ce sont des éléments qui existent dans l'univers. Mais il n'y en a plus sur la planète parce que leur durée de vie est trop courte pour qu'il en reste 4,5 milliards d'années après. Donc il a fallu les recréer artificiellement. Mais en revanche, on les rencontre dans la nature, et le plutonium aussi, d'ailleurs, qui est la case 94, derrière l'uranium, est un élément qu'on rencontre dans l'univers.
Alors je vous ai mis là, parce que ça va me servir d'introduction pour les applications, ça c'est un extrait du discours Nobel d'Irène Joliot-Curie, 1935. La diversité des natures chimiques, la diversité des vies moyennes de ces radioéléments synthétiques permettent sans doute des recherches nouvelles en biologie et en physico-chimie. On est bien dans les applications. La méthode des indicateurs radioactifs, qui était jusqu'alors réservée à des éléments de masse atomique élevée, c'est-à-dire les découvertes de Marie Curie, qui montraient que c'était que pour certains éléments, peut être généralisée à un très grand nombre d'éléments distribués dans toute la classification périodique. En biologie, par exemple, la méthode des indicateurs, employant des radioéléments synthétiques, permettra d'étudier facilement le problème de la localisation et l'élimination d'éléments divers introduits dans des organismes vivants. Il n'est pas utile dans ces recherches d'introduire des quantités importantes de l'isotopes radioactifs. Ces quantités sont fixées par la sensibilité de l'appareil. Donc ça, c'est une caractéristique, en fait, de ces isotopes effectivement radioactifs. On les choisit avec des durées de vie très courtes, de façon à ce qu'ils s'éliminent très vite, hein, et on n'a pas besoin de beaucoup d'éléments, puisque un élément émet un rayonnement, et ce rayonnement, je peux effectivement le détecter. Vous donner une idée, même quand vous avez 1 milliardième de gramme, dans ce milliardième de gramme, si vous arriviez à le peser, on pèse plutôt jusqu'au millionième de gramme, donc vous voyez, eh bien vous avez des milliards d'atomes. C'est-à-dire donc si vous devez faire de la chimie classique, vous devez travailler avec des milliards d'atomes. Si vous travaillez avec leurs isotopes radioactifs, vous pouvez travailler avec quelques atomes seulement. Ça change quand même la donne. Donc la radioactivité artificielle, la voilà, je reviens pas là-dessus, c'était les verres, les éléments verts que vous voyez tout à l'heure. On peut donc en fabriquer d'autres dans ce qu'on appelle des cyclotrons. Je n'insisterai pas sur les cyclotrons, je suis là pour vous raconter comment ça marche. Et on va voir ces isotopes dans un instant. Alors, la radioactivité, j'ai pris cette image-là, ça ne se voit pas, mais ça se détecte. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas de trucage, c'est un jour où je sortais de chez moi, c'est chez moi ça. Et vous voyez, s'il gèle, effectivement, c'est exactement la même chose. Sauf que d'un côté, le gel a permis de voir toutes les toiles d'araignée qui étaient là avec toutes les condensations, et que dès que ça dégèle, on ne voit plus rien, je les ai portés contre les toiles, elles sont toujours là. Et bien la radioactivité, c'est pareil, ça ne se voit pas, mais ça se détecte parfaitement. Et on sait le faire. En plus, c'est un processus qui décroît avec le temps, ce que vous voyez ici. Voilà, pour faire ça, vous savez, il y a des heures d'ingénieur derrière. Vous voyez, ce qu'on appelle la période radioactive, c'est le temps au bout duquel il en reste la moitié. Donc dès que vous êtes à 2 périodes, il vous en reste le quart. Dès que vous êtes à 3 périodes, il vous reste le 8e, etc. Alors après, évidemment, tout dépend de la durée de votre période radioactive, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Du coup, on emploie évidemment des éléments qui ont des périodes courtes, de façon à ce que ça disparaisse très vite. Alors, vous avez entendu parler des becquerels, tout ça, des cigars, donc je peux insister là-dessus. En fait, le becquerel, c'est l'unité d'activité qui correspond à une des intégrations par seconde, un noyau qui les intègre par seconde. Et comme je vous dis qu'il y avait beaucoup de noyaux, vous voyez, c'est pour ça que vous entendez parler souvent de millions ou de milliards de becquerels, parce que, si vous prenez une iode de 129, par exemple, c'est des 0,000 avant d'avoir, évidemment, arrivé au gramme du radioélément. L'ancienne unité qu'avait définie Marie Curie, vous voyez, était 37 milliards. Un Curie, c'était 37 milliards de becquerels. Ça vous donne l'activité d'un gramme de radio. Mais on a homogénéisé tout ça. Alors, bon, ce qu'il faut savoir, il faut toujours avoir un peu des références, surtout avec ce qu'on entend en ce moment, c'est qu'on est nous-mêmes radioactifs, dans notre corps humain, on a du potassium 40 et du carbone 14, vous voyez, qui font un grand nombre de désintégrations par minute. Vous êtes en train d'envoyer des rayonnements sur vos voisins et eux-mêmes pour la même chose. Donc en fonction, vous voyez, de notre masse, eh bien, on peut calculer notre radioactivité. Donc, le carbone 14, d'ailleurs, le carbone 14, je vais vous en parler tout à l'heure, ça fait partie de mes applications. La datation au carbone 14, que tout le monde en a entendu parler, prouve bien que les organismes vivants sont radioactifs, puisque c'est basé sur cette propriété-là. Mais ça, je reviendrai là-dessus dans un instant. Donc, 0 becquerel, ça n'existe pas dans la nature. Cette valeur n'a aucun sens, on ne peut pas la trouver. Notre référence ne peut être que la radioactivité naturelle. Alors après, vous avez évidemment la dose, c'est l'énergie par unité de masse, et ça s'estime en gray, mais des grays, c'est déjà beaucoup. C'est une dose importante, et les effets sur l'homme s'expriment en sieverts. Avec Fukushima, vous avez peut-être entendu parler de micro-sieverts, c'est-à-dire de millionième de sieverts. Alors, c'est
c'est comme ça qu'on traduit les effets en fait de ces rayonnements sur l'homme ou sur n'importe quel composé biologique. Donc la quantité de radioactivité, vous le voyez, se mesure en becquerel. Quand elle est absorbée par un individu, eh bien, elle se mesure en grêle, et l'effet produit par cette dose sur l'individu exposé est mesuré par ce qu'on appelle le signal. Donc, on utilise cette radioactivité dans diverses applications, que ce soit donc l'émission de rayonnement, ou bien les propriétés physiques ou chimiques de l'isotope radioactif. C'est ce qu'on appelle un traceur. Alors pourquoi un traceur? Parce que, pour imaginer par exemple, on veuille, ça peut être un travail qu'on peut faire, voir en combien de temps le fer que vous avez mangé dans vos épinards passe dans votre sang, dans votre hémoglobine. Il contient beaucoup de fer. Comment faire ça? Avec du fer stable, c'est impossible. Vous mettez un tout petit peu de fer radioactif qui va disparaître en quelques jours, vous en mettez un épinard, vous mangez les épinards, et puis après vous allez regarder dans le sang si vous détectez effectivement ce fer radioactif ou pas, et vous voyez en combien de temps vous avez été là, en combien de temps vous êtes éliminé. Donc vous voyez, on suit à la trace, ça s'appelle suivre à la trace. Alors je ne vous dis pas que c'est quelque chose qu'on fait, hein, c'est une image, ça, mais pour vous montrer que voilà, on suit à la trace le fer des épinards jusqu'à ce qu'il arrive dans votre sang. Voilà pourquoi ça s'appelle des traceurs. Alors, troisième partie, les applications de la radioactivité, c'est le vif de notre sujet. On utilise donc le phénomène de radioactivité, vous voyez, la décroissance dans le temps de la radioactivité, l'émission de rayonnement, la sensibilité de détection, je vous dis, vous pouvez détecter jusqu'à un atome, et l'identité chimique, ça c'est les traceurs. Alors les domaines d'application, évidemment, ils sont très très diversifiés, la biologie, la médecine, les sciences de la Terre, l'industrie au sens large, la préservation du patrimoine culturel. Alors, sauf quelques cas, l'utilisation de ce rayonnement n'induit pas dans le matériau irradié une nouvelle radioactivité. C'est impossible physiquement. Je vous parlerai tout à l'heure d'un procédé de conservation, ce qu'on appelle l'irradiation des aliments. Évidemment, si on rendait le beefsteak plus radioactif qu'il n'est à l'état naturel, on ne l'utiliserait pas. Hein, on est dans des énergies qui sont faites largement en dessous de cette induction de radioactivité. Et lorsque les radioéléments sont dispersés à l'intérieur d'une enceinte, alors à l'intérieur d'une enceinte, ça peut être le corps humain, hein, ils sont choisis pour leur durée de vie, les plus courtes possibles, vous voyez, inférieures à quelques jours. Alors un mot sur les applications médicales, parce que là on pourrait détailler ça, c'est très très important comme domaine. Vous voyez, il y a trois domaines importants. Il y a évidemment les applications thérapeutiques, c'est-à-dire donc les guérisons. Vous avez aussi l'aide au diagnostic qui est important parce que plus vite on peut faire un diagnostic et plus vite on peut évidemment soigner et peut-être guérir. Donc les applications thérapeutiques qu'on connaît, hein, c'est le traitement du cancer, et il y a aussi des techniques de réhabilitation dont je vais vous parler, juste parce que là ça rentre dans les applications industrielles. Alors ce qu'il faut savoir quand même, si vous voulez connaître qu'un seul chiffre, c'est qu'en France, sur les chiffres de l'Académie de médecine, on guérit chaque année 30 000 personnes du cancer grâce au rayonnement. 30 000 personnes qui ne redévelopperont plus un cancer d'ici 25 ans. Hein, c'est un peu la définition de la guérison, parce qu'on se dit, si quelqu'un développe un cancer à 50 ans, et qu'il en redéveloppe un seulement à 75 ans, on s'est dit, après tout, s'il est arrivé à 75 ans, peut-être qu'il aurait développé un cancer à ce moment-là, parce que justement, il a 75 ans. Donc, quand pendant 25 ans, si vous n'avez plus rien eu, et là, vous êtes beaucoup plus suivi que si vous n'avez rien fait, eh bien, évidemment, vous avez une probabilité de guérison encore plus grande. Voilà, donc ça, c'est 30 000. Hein. Alors, vous avez voilà, les appareils qui sont là, ces vidéos sont là, mais la technique n'a pas beaucoup changé. Et donc, effet des rayonnements sur la matière vivante. Alors, quel est le principe? En fait, le rayonnement, effectivement, si vous envoyez une dose de rayonnement suffisamment importante, elle va tuer vos cellules. Le rayonnement ne va pas choisir entre une cellule saine et une cellule cancéreuse. Et il va tuer toutes les cellules qu'il va rencontrer. Et donc, le problème, c'est quand vous avez une tumeur bien localisée, évidemment, c'est de taper juste sur cet endroit-là, parce que la chance que l'on a quand même, c'est que les cellules saines se reproduisent plus vite que les cellules cancéreuses. Et donc, si vous faites plusieurs campagnes comme ça, eh bien, vous pouvez effectivement arriver à éradiquer complètement cette cellule. Les cancers de la peau, c'est 99,9 aujourd'hui, chance de guérison. Le 0,1 qui reste, c'est des gens qui ont laissé se développer quelque chose
qui ont fait un peu la politique de l'autruche, qui n'ont rien dit, et quand ils vont voir le médecin, ça s'est tellement développé que c'est trop tard. Mais autrement, si c'est pris à temps, il y a 100% de chance de guérison. Et alors, sur la matière linéaire, ce que j'appelle la réhabilitation, ce sont les greffages radiochimiques. Les prothèses de hanche, par exemple, on a des techniques de radiochimie, qu'on appelle de chimie sous rayonnement, qui permettent, ça c'est le cotil là, que l'on fabrique, c'est la partie plastique que vous voyez là, qui sont extrêmement résistants, bien plus résistants que ce qu'on peut faire en chimie classique, et qui permettent depuis d'ailleurs longtemps, du coup, d'installer des prothèses de hanche, même chez des sujets qui sont relativement jeunes, parce que la tenue à l'usure, à l'abrasion et au fluage est bien meilleure que ce qu'on savait faire jusque-là. Vous savez que Johnny Hallyday, il a les deux hanches prothésées depuis longtemps, hein, bien avant l'âge de 50 ans, hein, donc vous voyez, ça tient toujours. Et des hanches moins quand il était jeune, mais quand même. Des lentilles cornéennes aussi qui sont... alors ça, ce sont des lentilles qui sont fabriquées, je vous donne juste deux exemples, hein, mais dans la chimie du rayonnement, vous comprenez bien, dans ces applications un peu industrielles, dans le traitement du glaucome. C'est-à-dire que ce sont des lentilles qui sont fabriquées par la chimie sur rayonnement un peu comme des pelures d'oignon. C'est-à-dire que la couche de plastique s'use en fonction du temps. Alors après, vous choisissez le temps que vous voulez, ça peut être un jour, ça peut être une semaine. Et on met donc entre chaque couche le composé actif. C'est-à-dire qu'en fait, il va se dissiper régulièrement en fonction du temps. Hein. Jusque-là, ce qu'on faisait en chimie, si vous voulez, on avait la même chose, sauf que, eh bien, ça, vous relarguiez beaucoup au début, vous voyez, d'un seul coup, parce que tout partait, et puis de moins en moins avec le temps. Là, comme c'est une structure en pelure d'oignon, en fait, vous utilisez les pelures l'une après l'autre, et c'est toujours la même quantité, en fait, que vous relarguez, par exemple, chaque jour. Là, le composé actif pour le traitement du glaucome, c'est de la pilocarpine, et donc on fabrique lentilles cornéennes, comme ça, soit vous mettez du collyre plusieurs fois par jour dans l'œil, il ne faut pas oublier, soit vous installez cette lentille, si vous la supportez, après pendant une semaine, vous n'avez plus à y penser, ça va relarguer tranquillement ce composé. Donc vous voyez, voilà des progrès effectivement que l'on fait. Alors l'aide au diagnostic in vivo est important. Alors c'est la gamma caméra, c'est le traitement donc ça c'est une scintigraphie cardiaque, c'est la mienne, d'ailleurs on ne peut pas montrer des trucs des gens sans leur demander leur avis, donc je me suis demandé moi-même mon avis. Bon là tout allait bien, il n'y a pas de souci. Ce qu'on appelle les caméras TEP à émission de positons, c'est des techniques qui sont extrêmement compliquées, qui demandent une informatique derrière absolument poussée et que l'on couple en fait à ce qu'on appelle une image IRM, ce qui fait que, alors l'IRM vous montre votre cerveau comme s'il était dans un bocal, sauf que c'est votre cerveau en ce moment, au moment où on est en train de le faire, et l'image donc de la tomographie par émission de positons vous donne, vous voyez, les endroits où ce cerveau est en train de travailler. Et donc on peut comme ça, effectivement, étudier des tas de phénomènes. On montre par exemple que quelqu'un qui est en train de boire un verre d'eau, vous avez cet exemple-là, eh bien il va avoir des parties de son cerveau qui vont s'éclairer, et si après vous lui dites, imaginez que vous êtes en train de boire un verre d'eau, faites ces gestes, et imaginez que l'eau est en train de couler dans votre organisme, et vous voyez les mêmes parties de cerveau qui s'éclairent exactement. Alors, calcul approximatif et calcul exact, vous voyez, c'est des zones de cerveau qui sont localisées différemment. L'activation auditive, voilà. L'autisme, vous voyez, donc là on arrive aussi à voir et à faire des choses. Donc, bon, j'ai plein d'exemples comme ça, mais je ne voulais pas trop détailler ça. Alors, enfin, l'aide au diagnostic in vitro, ça ce sont les dosages. Et j'ai pris qu'un seul exemple, ce qu'on appelle les dosages radio-immunologiques. Parce que ça montre bien, si vous voulez, ce que vous apporte la radioactivité. Qu'est-ce que va vous apporter la radioactivité? Vous voyez, vous avez ici antigène libre non marqué et antigène libre marqué, c'est-à-dire que on est dans l'application des traceurs, vous avez les mêmes propriétés chimiques. Et puis, donc, l'anticorps spécifique, vous voyez, il va effectivement reconnaître de la même façon. Et puis, vous allez lier à cette spécificité qui est liée effectivement au couple antigène-anticorps, la sensibilité de détection, c'est-à-dire qu'il faut très peu de choses. Et donc, ça vous permet de faire des dosages. AG, c'est pour antigène, et AC, c'est pour anticorps. Donc, on trace en fait une courbe d'étalonnage, et puis après, avec une goutte de sang,
J'ai pris un exemple ici sur l'un de mes enfants. Là. Vous savez que quand vous avez un enfant qui naît depuis les années 70 à peu près, on prélève une goutte de sang au talon et on fait des tas d'analyses et on est arrivé à éradiquer comme ça des maladies parce qu'il fallait que ça soit pris dans les 3 semaines après la naissance. Vous avez des maladies qui ont complètement disparu. Alors évidemment, s'il fallait 1 litre de sang pour faire le dosage, pour le bébé, c'est pas la peine, hein, on ne ferait pas. Là, une petite goutte et vous faites une bonne dizaine de dosages grâce à ces méthodes, parce qu'elles sont extrêmement spécifiques et une sensibilité de détection liée à la radioactivité. Alors on tombe dans toutes les autres applications maintenant, vous voyez, dans diverses industries. L'industrie du bois, la gammagraphie, etc. Je vais reprendre ça, détaillé, je vais vous donner quelques exemples de chacun. Greffage et réticulation. Alors par exemple, des câbles réticulés, on utilise ça dans l'industrie automobile. Je vous donne par exemple, l'industrie automobile, les moteurs turbo, des câbles réticulés par le rayonnement, c'est équivalent de polymériser si vous voulez, deviennent infusibles, c'est-à-dire ne peuvent plus fondre. Et donc là, vous avez des températures de moteur qui sont extrêmement fortes, évidemment. On utilise donc ce genre de technique. On a vu tout à l'heure, les lentilles cornéennes dont je vous parlais, c'était le même type de chimie. Hein. Industrie du bois. Alors, décomposé bois plastique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous prenez du bois, vous faites le vide dans ce bois, vous injectez une résine dedans, et vous polymérisez cette résine par le rayonnement. On va voir d'ailleurs d'autres applications dans les sciences de l'art tout à l'heure. Eh bien, ce bois ressemble à du bois. Vous ne faites pas la différence avec le bois, sauf qu'il est devenu extrêmement dur, extrêmement solide. On peut aller, ce qu'on appelle les essais, c'est-à-dire vous prenez du bois, vous essayez d'enfoncer un clou dedans, le clou stop. Hein? Donc vous voyez, le parquet de ce musée, c'est à Grenoble, c'est le musée Stendhal de Grenoble, simplement parce que vous avez donc une unité du CEA qui s'occupe de ces réhabilitations d'œuvres d'art et qui utilise cette technique. Donc voilà, il a été complètement restauré. Et aux États-Unis, on utilise beaucoup. Hein. C'est des milliers de mètres carrés où, évidemment, on peut mettre des parquets. Le parquet, c'est joli, hein, c'est chaud, etc. Mais dans les supermarchés, dans les gares et tout ça, bon, ça peut se détruire vite. Du coup, ils utilisent effectivement ce procédé pour mettre donc, dans des centres comme ça où il y a beaucoup de population. Alors, autres exemples, je vous en montrer donc plusieurs ici. Contrôle de soudure par gammagraphie. Quel est le principe? Le principe est simple. Lorsque donc, vous avez un métal, par exemple, et que vous faites agir un rayonnement sur ce métal, et que vous regardez son absorption derrière sur un film, on n'a pas changé par rapport à Becquerel, sauf que les films sont plus les mêmes, et bien évidemment, selon que votre rayonnement va avoir traversé par exemple un trou ou une bonne épaisseur de métal, il est plus ou moins absorbé. Et donc le signal que vous avez derrière sur votre film, évidemment, va vous montrer si la soudure a été bien faite ou si vous avez des trous dans cette soudure. Hein. C'est l'exemple que vous avez ici. Je vous en ai mis un autre ici, voilà, sur une centrale nucléaire en construction, où vous avez des centaines comme ça de tirs de gammagraphie tous les jours pour contrôler les soudures ou les emplacements de béton, par exemple, bien vérifier que les ferraillages dans le béton ont été bien mis là où il fallait. Recherche de fuite sur des canalisations de gaz enterrés. Alors, vous voyez, vous avez une canalisation de gaz enterré, et puis vous avez manifestement une fuite quelque part, mais vous ne savez pas où. Comment faire? Vous pouvez très bien creuser une tranchée sur des kilomètres pour essayer de trouver où est la fuite, ou bien vous injectez un tout petit peu de gaz radioactif à un endroit, et puis après, avec un détecteur, vous vous promenez sur le trottoir ou dans la rue, et puis vous attendez, là où il y a la fuite, évidemment, vous avez une certaine concentration de cette radioactivité, donc d'un seul coup, votre appareil va se mettre à biper, et vous savez que c'est à cet endroit-là que vous trouvez la fuite. On fait même ça des fois sur des pipelines, sur des milliers de kilomètres, où là, carrément, le détecteur, c'est pas un monsieur convert, c'est carrément un hélicoptère, hein, où on suit tout le pipeline jusqu'à ce qu'on trouve l'endroit où ça fuit. Parce que des fois, c'est planté. Même chose, vous voyez ici, on voit bien avec le petit schéma que vous avez au-dessus l'espace, c'est-à-dire que vous avez un récipient à paroi opaque. Alors oui, ça peut être des silos de grains, ça peut être des bouteilles de gaz liquéfié.
Vous avez un certain niveau de remplissage à l'intérieur que vous ne savez pas où est le niveau. Vous déplacez votre source et vous voyez, selon effectivement l'endroit, vous voyez au point 3, ça veut dire que le rayonnement est beaucoup plus absorbé que si vous êtes 2 ou 1. C'est-à-dire dès que vous passez au point 2, d'un seul coup, votre détecteur vous donne une information plus importante. Donc ça veut dire que, eh bien, il ne traverse plus un liquide ou un solide à l'intérieur de parois, et donc vous avez votre niveau de remplissage. Mais ce sont des méthodes qui sont des méthodes élégantes. Les peintures luminescentes, alors ça, ça a eu son heure de gloire. Si vous avez encore des vieux réveils, on mettait en fait du radium à l'époque sur les aiguilles, ces vieux réveils, vous savez, qui font un bruit épouvantable et qui éclairent la nuit, donc tout seul. Il y avait beaucoup de réveils qui étaient faits, en particulier avec Bayard, vous voyez là, Foire de Bordeaux 1949. Donc ça, c'est vraiment ma jeunesse. Mon grand-père en avait un comme ça. J'ai dit un bruit épouvantable parce que moi, ça me traumatisait la nuit à l'époque. Dans les sciences de la Terre, alors là aussi, plusieurs applications. Alors la datation, je vous parle de la datation au carbone 14 tout à l'heure. Alors quel est le principe de cette datation? Alors vous le voyez ici, c'est-à-dire que je vous ai dit, on a nous-mêmes une radioactivité importante en carbone 14 et qui provient du fait qu'effectivement on absorbe du carbone. Et tant que l'individu est vivant, un homme, une plante, un animal, bien il y a équilibre, c'est-à-dire qu'il absorbe autant de carbone qu'il rejette et donc son carbone 14 est constant. Mais le jour où cet organisme-là meurt, il n'y a plus d'échange avec l'extérieur. Et ce jour-là, donc, en fait, le carbone 14 qu'il a d'emprisonné dans son corps ne disparaît plus qu'avec cette fameuse période radioactive qu'on a vue tout à l'heure. Et pour le carbone 14, c'est 5700 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous récupérez une momie, par exemple, et que vous regardez le carbone 14 qu'il y a dans cette momie par rapport à un individu d'aujourd'hui, et si vous trouvez la moitié, eh ben c'est qu'il a 5700 ans. Si vous trouvez le quart, ben c'est qu'il a 11 400 ans. Et entre-temps, évidemment, on sait faire le calcul entre les deux. Donc vous voyez, c'est des méthodes qui permettent de dater, en fait, par exemple, des activités humaines, hein, comme les peintures voilà, de la grotte de Lascaux. À une époque, si vous voulez, vous n'avez pas d'archives. Voilà. Donc, et ce qui est important, c'est que quand même, on peut faire ça sur des éléments qui ont des durées beaucoup plus longues, même en millions d'années, voire milliards d'années. Et cette radioactivité, c'est elle qui a permis à l'homme de dater, pas seulement les événements, mais même l'âge de la Terre et autres. C'est-à-dire avant la découverte de la radioactivité, et bien si on n'avait pas découvert cette radioactivité, et bien aujourd'hui on continuerait à prendre les chiffres qu'il y avait dans la Bible en disant je compte les générations, etc. Hein? La rigueur sur cette datation est liée à la radioactivité justement parce qu'elle décroît effectivement avec le temps. Prospection minière, c'est la même chose, hein? On joue là aussi sur la radioactivité ambiante pour retrouver en fait donc en gros ce qu'on peut retrouver là c'est la densité des éléments qui sont autour du carottage qu'on a fait et dans lequel on envoie, vous le voyez, un détecteur. Et donc les éléments qui remontent en fait en fonction de, vous voyez, des émissions de rayonnement donnent la densité en fait qu'on a rencontrée tout autour. On peut aussi, si on veut, pour des gisements d'uranium, on fait ça carrément par hélicoptère. J'ai un de mes élèves ingénieurs qui a fait son mémoire d'ingénieur là-dessus. Il se promenait en hélicoptère, faisait des cartographies en France et il avait fait ça pour améliorer encore la méthode. Puis après, si vous voulez affiner, évidemment, là, voilà, vous descendez sur le terrain et puis vous faites ça comme piéton. Recherche des courants dans le temps. C'est le port de Singapour, parce que je vous ai mis le port de Singapour, parce que c'est effectivement un travail que les Français ont fait d'ailleurs pour la ville de Singapour. Le port de Singapour, peut-être qu'il est un des plus grands de France, s'en vasait relativement vite après que on ait à peu près à 40 km de là fait des énormes carrières où il y avait beaucoup d'éléments, sable et autres qui partaient en mer. Et les gens des carrières avaient dit ça n'est pas possible puisque regardez bien, le courant en fait part de l'autre côté du port. Le port il est là-bas et nous, on a bien des rejets de sable et tout, mais ça part par là.
Donc ne venez pas dire que si vous êtes en train d'ensager votre porte de Singapour, eh bien c'est parce que ça vient de nous, c'est pas possible. Eh bien si, parce qu'il y avait un courant profond. Le courant en surface, il partait bien, mais le courant profond, il revenait. Hein. Et alors ça, ben, vous marquez en fait un petit peu de sable, quelques galets, etc. Et puis ben, vous suivez, effectivement, le transport de ce sable ou autre. Vous pouvez le suivre à la trace en détectant le rayon. On fait la même chose sur les fuites de surbarrage, parce que ça peut avoir évidemment des conséquences dramatiques. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on injecte un petit peu de radioactivité en amont, au niveau du sol, et puis ben, on surveille qu'en fait en aval, il n'y a pas la radioactivité qui sort dès qu'elle se met à sortir, et on vide le barrage pour regarder ce qui se passe. Parce que ça pourrait saper évidemment le sol. Application des traceurs en agronomie, vous voyez là aussi, on peut suivre un engrais, par exemple, dans n'importe quelle plante ou n'importe quel arbre, et il suffit de marquer quelques-unes des molécules de cet engrais avec une radioactivité et de contrôler cette radioactivité. Une fois que la période radioactive a été telle que la radioactivité du composé a disparu, c'est terminé, il n'y a plus de radioactivité dans mon arbre autre que sa propre radioactivité naturelle. Vous avez compris que de toute façon, il était radioactif. Application en analyse, vous voyez que les applications sont nombreuses quand même. Hein. Alors, analyse par dilution isotopique. Alors ça, c'est un principe qui est assez intéressant. L'exemple qui est là, c'est sur une poche d'eau. Vous voulez connaître le volume de cette poche d'eau. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous faites comme les collectionneurs de papillons dans une île, par exemple, hein, pour prendre quelque chose de fermé. Vous voulez connaître la population de papillons dans l'île. Eh bien, vous attrapez quelques papillons, une centaine, vous les marquez, vous les renvoyez dans la nature, etc. Et puis, vous attendez le temps qu'il faut, et puis vous en récupérez, vous en prenez 100, et sur ces 100, vous en avez 2 qui sont marqués. Vous faites une simple règle de 3, et vous avez la population de papillons à peu près. Eh bien, là, c'est pareil, vous voyez, ce qui s'appelle HTO avec une étoile, c'est H2O, c'est de l'eau, mais on a remplacé un des H par T, c'est-à-dire l'isotope radioactif du H, le tritium. Hein, et donc, on injecte un tout petit peu de cette eau, vous voyez, tritiée à l'intérieur. Et le A0V0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la quantité de radioactivité que j'ai mis avec ma seringue, du volume V0 qui est un tout petit volume. En général, il est négligeable devant le V que vous avez à côté. Et puis cette radioactivité se répartit dans tout le volume. Et puis vous reprélevez, vous voyez, avec la seringue, le même volume. Et vous avez un tout petit peu, effectivement, de cette eau triciée du départ. Hein. Et de cette façon-là, vous voyez une simple règle de 3, là, et vous avez le volume donc de toute cette poche d'eau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse par dilution isotopique, parce que c'est une dilution avec des isotopes. Alors, une autre façon aussi de faire ce qu'on appelle l'analyse par activation neutronique. Comment ça marche? Eh bien, vous avez par exemple des impuretés dans une matrice quelconque. Impureté X ici. Ça peut être très très peu de choses. Hein. Vous avez compris que je pouvais détecter très peu d'atomes. Donc ce X, il est stable. Hein. Bon, donc je ne peux pas le détecter. Je n'ai pas de rayonnement émis. Alors qu'est-ce que je fais? J'envoie des neutrons, vous voyez, avec un réacteur à neutrons, comme celui d'Orphée, par exemple, ici à Saclay, que vous avez en photo. Et donc vous induisez de la radioactivité dans cette impureté. Évidemment, vous choisissez votre impureté de façon, encore une fois, à ce que sa période radioactive soit courte, c'est-à-dire que cette radioactivité ne reste pas trop longtemps. Eh bien, vous détectez à ce moment-là l'impureté par le rayonnement émis. Hein, vous voyez, il n'y a même pas besoin de détruire l'échantillon, rien. Vous détectez et vous récupérez effectivement donc la teneur en impureté dans cet échantillon. Préservation du patrimoine culturel. Destruction des parasites, consolidation des œuvres. Alors, c'est un petit peu les composés bois plastiques dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que, en particulier, regardez, ce qu'on appelle les bois gorgés d'eau. Les bois gorgés d'eau, ça veut dire que si vous les sortez de l'eau, hop, ils deviennent de la poussière en très peu de temps. Hein. Donc il faut s'en occuper très vite. Donc qu'est-ce qu'on fait? La même chose que les composés de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on fait le vide donc dans ces bois, on injecte une résine et on polymérise cette résine par le rayonnement. Alors c'est ce que je schématise ici, vous voyez là-haut, c'est pour faire
donc injecter cette résine. Et puis la piscine que vous avez là, hein, c'est ce qu'on appelle effectivement, c'est une source radioactive qui est plongée dans une piscine, évidemment, pour se mettre à l'abri des rayonnements. C'est-à-dire l'eau arrête effectivement le rayonnement. Et quand vous voulez, vous le voyez ici, quand vous voulez vous en servir, c'est les statues que vous voyez là-bas. Les barres que vous voyez derrière sont des sources de cobalt radioactif. Donc c'est-à-dire que ces barres, vous les sortez en fait de l'eau. Alors évidemment, derrière des verres au plomb et tout ça, c'est pour ça que c'est jaune, hein. Vous ne pouvez pas faire une jolie photo, parce que vous êtes derrière, évidemment, des verres au plomb d'au moins 1 mètre d'épaisseur. Et on est en train de polymériser, en fait, cette résine. Elle ne sera pas du tout radioactive, hein, cette statue. C'est de la chimie, hein, chimie sous rayonnement, mais comme de la chimie classique. C'est-à-dire qu'après, vous récupérez votre statue, et elle va résister pour les siècles des siècles. Hein. Voilà, on retrouve ça, le détail donc, de ça, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, un petit peu. Ça, c'est le laboratoire au CEPS, à Grenoble. Et puis voilà, par exemple, le genre de pièces qu'on réhabilite donc, de cette façon-là. Des pièces qu'on avait trouvées dans l'eau et qui n'existeraient plus. Alors, c'est devenu tellement solide maintenant, à mon avis, que même quand le laboratoire sera détruit, on trouvera les pièces qui sont plus solides que le laboratoire des astronautes. Donc, alors on fait aussi de l'analyse, hein, par exemple au Louvre. Ils ont un accélérateur d'électrons qui permet là aussi de faire un petit peu comme l'analyse par activation dont on parlait tout à l'heure, pour réexaminer, identifier des pigments, etc. Donc faire après, regardez d'ailleurs des faux par rapport à des vrais, parce que si vous avez un pigment, que vous dites un tableau du XVIe siècle, et que le pigment en question il a été inventé qu'au XVIIIe, ben là on peut le revoir et on peut trouver donc, si c'est un faux. Alors, Ramsès II, que vous avez là. Alors, Ramsès, en fait, vous savez, c'est pas le procédé de momification qui était en cause, mais sa tombe avait été très vite profanée, soumise donc à la contamination bactériologique, et elle était infestée par à peu près une vingtaine de sortes de champignons différents. Et la France a proposé de donc désinfecter Ramsès, et après de le garder dans quelque chose de stérile. Alors, Ramsès est mort à 96 ans, Ramsès, qui à l'époque quand même est une vie assez extraordinaire, hein. Tout en Camon, il a pas dû dépasser les 20 années. Il avait encore beaucoup de cheveux, ce qui fait qu'il fallait faire attention que le rayonnement, ne lui fasse pas perdre ses cheveux. Donc on avait fait des tests sur des momies qui étaient moins glorieuses que Ramsès, et tout s'est très, très bien passé. Et alors, ce qui était curieux, c'est qu'on l'a étudié, et on s'est aperçu que Ramsès II était blond aux yeux bleus. Ce qui n'est pas l'idée qu'on se fait d'un Égyptien, quand même. Et on se demande si, justement, ce n'était pas des familles qui étaient arrivées du Nord, en fait, et que les Égyptiens, ayant jamais vu de blonds yeux bleus, les aient pris pour des dieux. Que les autres, évidemment, on dit oui, bien sûr, on est des dieux, vous êtes tranquilles, vous avez tous les enfants, toutes les richesses. Et ce qui explique qu'ils se mariaient d'ailleurs entre eux pour essayer d'entretenir ces qualités un peu exceptionnelles qu'on ne trouvait pas trop en Égypte, et qui a fait qu'au bout du compte, évidemment, ils ont disparu. Alors, l'Égypte avait demandé à ce qu'il soit reçu comme un chef d'État, donc il a eu droit au tapis rouge à Orly, et c'est ma collègue qui l'avait reçu. Ma collègue du conservatoire, c'était Madame Sonia Seïté, dont vous avez sans doute entendu parler, qui était ministre donc, des universités, qui avait terminé sa carrière comme professeur au conservatoire, et elle occupait le bureau à côté de lui. Et elle m'avait raconté donc cette histoire, quand je lui disais que moi ça faisait partie de mon cours. Elle m'avait dit oui, Fausse, mais ce que vous ne savez pas, c'est que c'est moi qui suis allé accueillir, le président de la République m'a demandé d'aller accueillir Ramsès II, donc comme un chef d'État, et j'ai fait un discours qu'on appelait le discours à la caisse, parce que j'avais devant moi une caisse marquée haut, bas, fragile, etc. Et il disait Majesté, la France est heureuse de vous recevoir sur son sol, etc. Enfin, donc après, les collègues se sont fichus de moi et ils ont fait ça, c'était le discours à la caisse. Et ça a réussi, bien sûr. Hein. Radiotraitement biologique, donc radiostérilisation du matériel chirurgical. Tout le matériel chirurgical qu'on utilise en France aujourd'hui est stérilisé par le rayonnement. Tant que vous n'ouvrez pas, c'est fait à l'intérieur du carton, c'est ça l'avantage. C'est que le rayonnement, évidemment, traverse beaucoup d'épaisseur, de grande densité, et donc, si vous avez dans le carton tout le matériel que le chirurgien après doit utiliser, depuis le bistouri jusqu'à ses gants, tant que vous n'ouvrez pas le carton, évidemment, tout est stérile. On peut aussi traiter les eaux et l'assainissement des boues, et puis aussi conserver les denrées alimentaires. Donc un mot sur la radiostérilisation.
Donc vous voyez ici, voilà le principe, je vous ai montré là, vous avez ces cartons qui sont sur ce tapis roulant, ça part, vous voyez, derrière ces mètres de béton, parce que vous avez évidemment l'irradiation, soit une source de cobalt radioactif, soit un accélérateur qui va irradier, et ça ressort effectivement de l'autre côté, ça se manipule comme ça n'est pas devenu, encore une fois, je ne peux pas induire de radioactivité par ce procédé, donc je récupère mon carton sans aucun problème. Alors la mouche CC aussi, on a traité ça. Alors ça veut dire quoi, l'éradication de la mouche CC? Vous voyez, il y a des régions où cette mouche fait des dégâts considérables donc, sur le bétail. Et alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en fait, on stérilise les mâles par le rayonnement. C'est-à-dire qu'on élève des millions de mâles en culture comme ça, on les stérilise et on les relâche après dans la nature. Alors ça marche pourquoi? Ça marche parce qu'en fait, la femelle tsetse n'a qu'une relation dans toute sa vie avec un mâle. Une relation qui suffit pour toute sa vie. Alors évidemment, si elle a eu cette relation avec un mâle qui était stérile, eh bien c'est terminé, elle n'aura pas de descendance. Et à condition de faire ça pendant des années sur des millions d'individus, etc., on voit diminuer, bien sûr, la population. Il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas de chimie là, il n'y a pas de rien. Vous ne trimballez pas des composés toxiques à la rigueur avec les animaux, c'est net là. Et alors ça, j'ai trouvé ça l'autre jour, vous voyez, c'est pas vieux, dans l'Express, 1er février 2012, pour vous montrer que c'est pas quand même de la technologie du passé. Vous voyez, hygiène, les biberons conçus sous ionisation n'ont pas besoin d'être stérilisés. Inutile de stériliser les biberons et les tétines, y compris pour les enfants fragiles, estime le Haut Comité de la Santé publique. Une propreté microbiologique suffit, il faut rincer 3 fois en remplissant à moitié le biberon et en le tourner sur lui-même pour bien en imbiber les parois, puis sécher entièrement. Et vous voyez, cela suppose que le matériel ait été conçu par les industriels selon un procédé appelé ionisation par les rayons gamma dans une atmosphère contrôlée. On est bien dans le cadre de ces applications. Les rayons gamma ne peuvent être fournis que par une source radioactive. Donc, traitement des eaux, c'est le même principe. C'est-à-dire que je tue effectivement des microbes, des bactéries, etc. Assainissement des boues, c'est pareil. Pour ça, j'ai pris donc une grande installation d'assainissement pour illustrer ces propos. Et puis, j'en arrive, c'est la dernière partie. Si j'ai un peu de temps, je ne sais pas jusqu'à quand, mais si j'ai encore un quart d'heure, je vous développe un petit peu ça, ou je vous en dis que 2 mots. C'est comme vous voulez. C'est bon? Bon, j'en ai peut-être maintenant pour un quart d'heure. Donc, conservation des denrées alimentaires. Alors, il y a très longtemps que j'ai d'ailleurs toute une conférence là-dessus et j'ai extrait quelques planches de cette conférence parce que c'était quand ça? Le temps passe, ça fait bien 25 ans. J'avais été conseiller au ministère de l'Agriculture sur ces installations en fait d'irradiation. Alors évidemment, j'ai fait beaucoup de conférences, chaque jour je disais, mais moi monsieur, je mange les carottes de mon jardin, je mange le poisson que je pêche, etc. Je n'ai pas besoin de votre procédé. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Si tout le monde peut manger les carottes et les légumes et les fruits de son jardin, pêcher son poisson, etc., on n'a pas besoin d'un procédé de conservation. Mais en revanche, si on a besoin d'un procédé de conservation, alors autant utiliser le meilleur. C'est quoi le meilleur? C'est celui, vous voyez, qui va affecter le moins les éléments nutritifs, qui va introduire le moins d'éléments étrangers, et puis qui ne va pas élever la température au cours du traitement, c'est-à-dire qui ne va pas affecter les qualités organoleptiques des aliments. Et vous allez voir que quand on compare, ces procédés de conservation identiques à ce que vous venez de voir là sur le biberon, effectivement, dans ce cas-là, le meilleur des procédés. Si je n'ai pas besoin de procédés de conservation, surtout je ne le fais pas, mais si j'ai besoin d'un procédé, autant que j'utilise le mieux. Et c'est la dernière partie de mon exposé. Alors évidemment, c'est bien sûr un procédé de conservation, mais c'est surtout un procédé d'assainissement, justement, qui est comparable à la pasteurisation. Alors c'est une technologie, vous voyez, qui a une 50aine d'années quand même, utilisée donc dans les missions spatiales de la NASA, et puis on l'a vu, déjà utilisée dans un certain nombre d'applications. Et alors, évidemment, on se pose toujours des problèmes parce que les maladies d'origine alimentaire, moi quand j'étais au ministère de l'Agriculture, d'ailleurs